Mes parents ont raconté à tout le monde en ville que ma fille de 12 ans est une voleuse. Elle a perdu tous ses amis et a été exclue de ses équipes scolaires. Elle devrait apprendre le respect, a dit ma mère. Alors, j'ai passé un seul appel à l'ancien avocat de mon grand-père et leur vie a commencé à s'effondrer. Je n'étais parti que pendant une semaine. À quel point cela pouvait-il être grave? C'est ce que je me suis dit, en garant ma voiture dans l'allée de mes parents, ce soir-là. Une semaine, 7 jours, une valise, un voyage d'affaires, et un couple de grands-parents qui suppliaient de passer un moment privilégié avec elle. J'aurais dû savoir que, lorsque ma mère parle de « créer des liens », elle veut dire « dresser ». Comme si ma fille était un chiot, qui devait arrêter de faire ses besoins sur le tapis. La lumière du porche était allumée. Les rideaux étaient tirés. Tout semblait normal, de la façon dont une maison paraît normale, juste avant que vous n'entriez dans une pièce et ne réalisiez que vous êtes la seule personne à ne pas avoir reçu le message. Ma mère a ouvert la porte, avec ce sourire éclatant qu'elle réserve aux invités. Celui qui dit « Regarde, tout est parfait. Rien ne va mal. Et si quelque chose ne va pas, ce n'est certainement pas de ma faute. » Sarah, a-t-elle chanté, comme si nous étions dans une publicité pour les valeurs familiales. Mon père est apparu derrière elle, portant son expression habituelle, neutre, patient, légèrement ennuyé. L'expression d'un homme qui n'a pas eu une idée originale depuis la fin des années 90, et qui en est fier. Et puis, ma fille est apparue. Elle n'a pas couru vers moi. Elle n'a pas sauté de joie. Elle ne s'est pas lancée dans le rapport à 100 alors qu'elle me fait habituellement, après avoir été séparée de moi plus longtemps qu'une file d'attente à la caisse d'un supermarché. Elle se tenait juste là, silencieuse, les yeux baissés, tenant son sac de danse comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'envoler. Mon estomac s'est noué. Et, ma puce, ai-je dit, en forçant ma voix à rester légère. Tu m'as manqué. Elle m'a serré dans ses bras, mais c'était raide, comme si elle serrait un parent éloigné lors d'un enterrement. Ma mère m'a tapoté le bras, elle est juste fatiguée. Grosse semaine. J'ai regardé le visage de ma fille. Ses yeux étaient éteints, d'une manière qui ne correspondait pas à de la fatigue. Sa bouche affichait cette ligne tendue que les enfants ont, lorsqu'ils font de gros efforts pour ne pas pleurer, pour ne pas parler, pour ne rien faire qui pourrait briser le barrage. Merci de l'avoir gardé, ai-je dit machinalement, car j'ai été élevé dans une famille où l'on dit merci, avant même de savoir pourquoi on remercie. Oh, bien sûr, a répondu ma mère. La famille prend soin de la famille. Puis elle a souri plus largement, comme si elle venait de dire quelque chose d'inspirant. Mon père a hoché la tête une fois, roulé prudemment. Et c'était tout. Pas de détails, pas de nouvelles, pas de « au fait, sache que quelque chose s'est passé ». Juste le faux sourire, le hochement de tête neutre, et ma fille, debout là, comme si elle avait vieilli de 5 ans en 7 jours. Je me suis dit d'attendre d'être dans la voiture. Nous sommes montés, j'ai démarré le moteur, et le plafonnier s'est éteint. Le monde s'est réduit à la lueur du tableau de bord, et au bourdonnement silencieux de la route. Ma fille fixait la fenêtre. J'ai pris une inspiration. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu te sens? Bien, a-t-elle dit. Le mot est sorti plat, répété, pas convaincant. J'ai réessayé avec décontraction, comme on le fait quand on ne veut pas effrayer quelque chose de fragile. Tu as bien dormi? Ouais. Tu t'es amusé avec mamie et papy? Ouais. 3, ouais, comme si elle répondait à un sondage auquel elle n'avait pas consenti. J'ai dégluti. Comment ça se passe pour la danse? Tu as un spectacle dans quelques jours, non? Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Ses mains étaient crispées sur la sangle de son sac. Puis, elle a dit doucement, je ne suis plus dans l'équipe. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait écrasé le frein dans ma poitrine. Comment ça, tu n'es plus dans l'équipe? Ils m'ont viré. Les mots étaient si terre à accent grave terre, comme si elle me parlait de la météo. J'ai serré le volant plus fort. Pourquoi t'aurait-il viré? Elle n'a pas répondu. Ma chérie, ai-je dit, plus doucement maintenant, parce que quelque chose se brisait en moi. Pourquoi? Silence. La route s'étirait devant nous, ordinaire et calme, comme si elle n'avait aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur de ma voiture. J'ai essayé encore. Parle-moi. C'est bon, tu peux me le dire.
Elle a dégluti, fixant toujours la fenêtre. Je ne veux pas en parler. Cette phrase a pesé plus lourd que le fait qu'il l'ait virée, parce que ma fille parle de tout. Elle parle du bruit bizarre que fait le frigo, elle parle des boucles d'oreilles d'un professeur, elle parle de la façon dont un gamin, en cours de maths, respire trop fort. Quand elle dit qu'elle ne veut pas parler, cela signifie qu'elle porte quelque chose qui fait trop mal pour être touchée. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Et dans ce silence, mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours quand il est terrifié, il a essayé de régler les choses avec de la normalité. Comme si je pouvais trouver le bon fil familier, je pouvais la ramener à elle-même. Alors, j'ai dit légèrement, comme si je n'étais pas en train de hurler intérieurement, « Est-ce que tu as déjà un cadeau pour Sophie, pour son anniversaire samedi ?» La mâchoire de ma fille s'est crispée. « Je n'y vais pas » a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. « Comment ça, tu n'y vas pas ? Tu parles de l'anniversaire de Sophie depuis des semaines. » Je ne suis pas invité. Les mots étaient petits, mais le sens était énorme. J'ai senti mon pouls battre dans ma gorge. « Pourquoi n'es-tu pas invité ? » Elle n'a pas répondu. Elle fixait la fenêtre, les lampadaires défilant comme des yeux qui clignent lentement. J'ai gardé une voix calme, parce que c'est ce qu'on fait quand son enfant est en chute libre, on ne crie pas, on devient le sol. Mais dans ma tête, je paniquais. Qui est cet enfant ? Où est ma fille ? Que s'est-il passé en une semaine ? Nous sommes arrivés à la maison. J'ai préparé le dîner, car les mères sont des créatures ridicules, capables de faire sauter des légumes alors que leur monde entier s'effondre. Ma fille s'est assise à table. Elle a mangé quelques bouchées, comme si elle le faisait par obligation envers la gravité. Pas de discussion, pas de plainte, pas de demande de dessert. Après quelques minutes, j'ai posé ma fourchette et j'ai dit, « D'accord, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a regardé son assiette. Ses épaules se sont soulevées et sont retombées, comme si elle essayait de garder tout verrouillé à l'intérieur. Puis, son visage s'est décomposé. Les larmes sont venues vite, de la façon dont elles viennent quand un enfant les retient depuis trop longtemps. Grand-mère a dit que je volais, a-t-elle lâché en étouffant un sanglot. Ma peau est devenue glacée. Quoi ? Elle s'est essuyé le visage avec le revers de sa main, furieuse contre elle-même de pleurer. Elle a dit aux gens que je suis une voleuse. Mon esprit a essayé de rejeter cette phrase, comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. Pourquoi grand-mère dirait-elle ça ? Ma fille a pris une inspiration tremblante. À cause de Belle. Bien sûr, Belle, la fille de ma sœur Vanessa, la princesse couronnée de la famille. Ma fille a continué de parler, maintenant que le barrage était rompu, l'eau devait bien s'écouler. Belle ne trouvait pas ses chaussures, a-t-elle dit, la voix tremblante. Ses chaussures de danse, celles dont elle avait besoin, elle devait monter sur scène et elle ne les trouvait pas. Et elle a commencé à paniquer. Et puis elle a dit que je les avais prises. Ma fille a serré les poings sur la table. Je ne l'ai pas fait. Je jure que je ne les ai pas touchées. Je ne me suis même pas approché de ses affaires. Je me suis penché en avant. D'accord. D'accord. Et ensuite ? Elle a dégluti difficilement. Nous sommes rentrés à la maison et, plus tard, mamie et papy sont venus dans ma chambre. Je l'ai imaginé instantanément. Mes parents se tenant au-dessus de mon enfant, dans une chambre qui n'était pas la sienne, dans une maison où les adultes avaient toujours raison et où les enfants étaient toujours coupables par défaut. Ils ont dit que je les avais volés, a murmuré ma fille. Ils ont dit que j'avais fait ça pour saboter sa performance, parce que je voulais l'éclipser. Sa voix s'est brisée sur le mot « éclipser ». Je ne l'ai pas fait, a-t-elle répété. Je n'ai rien fait. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit que je ne l'avais pas fait. J'ai dit que je ne savais pas où elles étaient. Je pensais que j'allais juste être puni. Elle a eu un petit rire brisé, dépourvu d'humour. Ils ont dit que j'étais puni, et puis ils sont allés à l'école. Ma bouche est devenue sèche. Ils sont allés à ton école ? Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Ils ont dit aux gens. Ils l'ont dit à l'entraîneur. Ils l'ont dit aux autres mères. Je pouvais à peine respirer. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit ? Que j'avais volé les chaussures de Belle. Elle a dit que je suis une voleuse. J'ai fixé le mur de ma propre cuisine,
comme s'il pouvait m'expliquer comment mes parents étaient devenus des gens capables de faire ça à un enfant. Et les chaussures? Ai-je demandé, la voix serrée. Est-ce qu'ils les ont trouvées? Ma fille s'est essuyé le visage, secouant la tête. Ils ont dit qu'ils les avaient retrouvées plus tard, chez eux, dans le couloir près de la porte d'entrée. Ils me les ont même montrées, mais je ne les ai pas vus les trouver. Ils les ont juste tenues en l'air et ont dit que cela signifiait que je devais les avoir mises là. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. Je l'ai cru. Je n'ai pas eu besoin d'y réfléchir. Je l'ai cru de la même façon qu'on croit en la gravité. Puis, elle a dégluti et a fixé le bord de la table. Ils m'ont viré de l'équipe. Ses doigts trituraient la couture de sa manche, tirant et relâchant le fil, comme si elle ne savait pas quoi faire d'autre de ses mains. Et tout le monde a commencé à agir comme si, elle a cherché le mot, puis a baissé les yeux, point comme si je n'étais pas quelqu'un de fréquentable. Quelques secondes passèrent, puis, plus bas, Sophie ne me parle plus. Je me suis arrêté, sans le vouloir. Le torchon est resté à moitié plié dans mes mains. Sophie n'était pas seulement un nom. Sophie, c'était l'anniversaire de samedi. Sophie, c'était la fille qui était venue dans notre cuisine une centaine de fois, laissant des chouchous sur le comptoir et riant comme si elle était ici chez elle. Sophie, ai-je dit. Ma fille a hoché la tête une fois, les yeux baissés. Elle a dit que si je le faisais à Belle, je le ferais à n'importe qui. Elle a dit cela comme si elle répétait une réplique qu'on l'avait forcée à mémoriser. Pas de larmes, juste les mots, posés avec précaution sur la table entre nous. J'ai posé le torchon. Pas violemment, pas de façon dramatique, juste à plat. D'accord, ai-je dit d'un ton ferme. Merci de me l'avoir dit. Ensuite, j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu à la deuxième sonnerie, joyeuse. Salut, Sarah. Je ne me suis pas embarrassé de salutations. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu une pause. Puis ma mère a soupiré, comme si j'étais trop dramatique. De quoi parles-tu? Vous avez dit aux gens que ma fille volait? La voix de ma mère s'est durcie. Elle a volé les chaussures de Belle. Mes mains tremblaient. Comment le sais-tu? Elle ne les trouvait pas, a dit ma mère, comme si c'était une preuve. Et ensuite nous les avons trouvées à la maison, dans le couloir. J'ai cligné des yeux. Dans le couloir? Oui, a dit ma mère. Juste là. Cela ne prouve rien, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Peut-être que Belle les a laissées là. Peut-être qu'elle les a oubliées. Ma mère a fait un petit bruit de mépris. Belle ne ferait pas ça. Donc, vous ne savez pas vraiment, ai-je dit, ma voix montant malgré moi. Vous ne savez pas vraiment si ma fille a volé quoi que ce soit. La voix de mon père est intervenue maintenant, basse et irritée. Nous le savons. Non, ai-je dit, vous avez supposé, et vous avez détruit sa vie sur une supposition. Le ton de ma mère a changé. Pas défensif, pas coupable, mais vertueux. Sarah, a-t-elle dit, comme si elle expliquait quelque chose de simple à un enfant lent d'esprit. Même si elle n'a pas volé, elle doit quand même apprendre le respect. Je suis resté pétrifié. Qu'est-ce que tu as dit? Elle doit apprendre le respect, a répété ma mère, calme comme jamais. De l'autre côté de la table, ma fille avait arrêté de manger. Ses mains étaient glissées sous ses cuisses, comme si elle ne leur faisait plus confiance. Vous avez appelé son école, ai-je dit. Nous leur avons dit ce qui s'était passé, a répondu ma mère. Ils devaient savoir. Vous ne saviez pas, ai-je dit. Vous avez supposé. La voix de mon père a tranché, à plat. J'ai dégluti. Est-ce que vous lui avez au moins demandé ce qui s'était passé, avant de commencer à le raconter à tout le monde? Une brève pause. Puis ma mère a dit, plus sèchement, ce n'est pas un tribunal, Sarah. Non, ai-je répondu, c'est sa vie. Ma mère ne s'est pas adoucie. Même si elle ne les a pas prises, elle avait besoin de conséquences. J'ai mis fin à l'appel. La cuisine est redevenue silencieuse. Ma fille m'a regardé, comme si elle attendait de voir quel genre de monde cela allait être. J'ai posé le téléphone, et j'ai hoché la tête une fois. Ils avaient transformé une semaine en une arme, et j'en avais fini de les laisser s'en servir. Ils ne le savaient pas encore, mais bientôt, j'allais passer un appel.
Et cet appel allait tout changer. Cette obsession pour le respect n'avait pas commencé avec une paire de chaussures manquantes. Cela n'avait pas commencé avec ma fille. Cela avait commencé avec moi. Je ne l'avais pas compris pendant longtemps. Ou peut-être que si, mais je ne voulais pas l'admettre. Quand vous grandissez dans une famille comme la mienne, vous apprenez à vous faire toute petite, de façon que vous ne remarquez même pas. Ma sœur Vanessa était toujours la préférée. J'aurais été incapable de vous dire pourquoi si vous me l'aviez demandé à l'âge de 8 ans. Je le savais, tout simplement, comme on sait quel côté du pain est beurré. Il y a un moment dont je me souviens encore, comme s'il était resté gravé sous ma peau. Nous étions à table, pour le dîner. J'avais peut-être 11 ans. Mon père a demandé quelque chose de simple, comme comment se passait l'école. J'ai répondu, pas fort, pas impoliment, j'ai juste répondu. Mon père m'a coupé en plein milieu de ma phrase, n'interromps pas, je me suis figé, confuse. On m'avait posé une question, j'y répondais. Quelques minutes plus tard, Vanessa a interrompu ma mère pour raconter une histoire. Ma mère a ri, elle est si sûre d'elle. Je me souviens être resté assise là, les mains sur les genoux, fixant mon assiette, réalisant que les règles changeaient, selon laquelle des deux filles parlaient. Ce schéma nous a suivis jusqu'à l'âge adulte. Vanessa était célébrée, moi, j'étais géré. Vanessa était excusée, moi, j'étais corrigé. Et quand j'ai divorcé, j'ai eu besoin d'aide. Pas parce que je voulais m'accrocher à ma famille, mais parce que la vie coûte cher, que la garde d'enfants est une réalité, et que parfois, on essaie juste de survivre sans s'effondrer sur le sol de la cuisine. Mes parents ont proposé leur soutien. Ils l'ont fait haut et fort, publiquement, comme s'ils étaient des saints. Et parce que je voulais que ma fille ait une famille, j'ai accepté. Puis, ma fille a grandi, et le schéma s'est déplacé vers les petits-enfants. La fille de Vanessa, Belle, est devenue le nouveau centre de gravité. On pouvait le sentir à la façon dont la voix de ma mère s'adoucissait, lorsqu'elle prononçait son nom. À la façon dont mon père arrivait en avance pour les événements de Belle, et en retard pour les miens. Et on pouvait le voir à la façon dont mes parents réagissaient, la première fois que ma fille a éclipsé Belle. Cela s'est passé au studio de danse, le jour des résultats. Les filles étaient alignées, et l'entraîneur lisait les classements. Ma fille a obtenu une meilleure place que Belle. Pas parce que quelqu'un lui avait fait un cadeau, mais parce qu'elle l'avait mérité, parce qu'elle avait travaillé, et parce qu'elle s'était entraînée jusqu'à ce que ses jambes tremblent. J'espérais, pendant un bref instant naïf, que mes parents puissent être fiers. Au lieu de cela, ma mère s'est penchée vers moi et a chuchoté, « Ne te vante pas. Belle est sensible. » Vanessa a hoché la tête, comme si c'était tout à fait raisonnable. Dis-lui simplement d'être humble. Personne n'a dit à Belle d'être gracieuse, on a seulement dit à ma fille de s'effacer. Et puis, il y avait mon grand-père, le père de ma mère, le seul adulte de ma famille qui me donnait l'impression que nous avions le droit d'exister par nous-mêmes. Quand ma fille s'entraînait dans le salon, il restait assis et regardait toute la routine, comme si cela comptait vraiment. Il lui posait des questions sur ce qu'elle apprenait. Il louait l'effort, pas l'attention. Il la traitait comme une personne. Il est mort il y a 3 ans, quand ma fille avait 9 ans. Après les funérailles, j'ai demandé à mes parents si je devais signer quelque chose. Ma mère a agité la main, comme si la paperasse était un moustique agaçant, « Non, nous nous en occupons. » « Ne t'inquiète pas pour les documents, » a ajouté mon père, « tout est réglé. » Et parce que j'étais en deuil, épuisé, et habitué à ne pas les contester, j'ai accepté. Je ne savais pas alors, ce que je sais aujourd'hui. Je ne savais pas que, quand mes parents disent « gérer », cela signifie « contrôler ». Je ne savais pas que la semaine où j'avais laissé ma fille à leur garde, serait la semaine où ils décideraient de lui apprendre le respect. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je restais allongé dans mon lit, écoutant la respiration de ma fille au bout du couloir, pensant à la rapidité avec laquelle le monde d'un enfant peut être détruit par des adultes aux sourires aimables et aux relations sociales solides. Le lendemain matin, j'ai fait ce que les mères font quand la panique se transforme en détermination, j'ai agi. J'ai appelé l'entraîneur, j'ai appelé l'école, et j'ai appelé la mère de Sophie. Chaque appel donnait l'impression de heurter un mur couvert de mots polis. « Oh, nous sommes tellement désolés. Nous comprenons que vous soyez contrariés. Nous devons considérer la sécurité des autres enfants. Vos parents semblaient très sûrs d'eux. » C'était incroyable, en fait, à quel point le fait d'être
très sûr, semblait remplacer les preuves. Ma fille était assise sur le canapé, sa capuche relevée, fixant le vide. Elle sursautait à chaque fois que mon téléphone sonnait. C'est là que j'ai réalisé qu'expliquer calmement n'allait rien résoudre. J'avais besoin de quelqu'un qui parle avec autorité, quelqu'un d'officiel, quelqu'un qui se moquait de savoir à quel point ma mère pouvait être charmante en public. Alors, j'ai appelé l'ancienne avocate de mon grand-père. De son vivant, il l'admirait beaucoup, il disait qu'elle pouvait résoudre n'importe quel problème. J'ai donc pris rendez-vous. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux vifs et une voix calme. Le genre de calme qui ne vient pas de la paix, mais de l'expérience. J'ai emmené ma fille avec moi, non pas pour la traumatiser avec des termes juridiques, mais pour lui montrer qu'elle n'est pas impuissante, et que les gens ne peuvent pas la traiter ainsi sans en subir les conséquences. Les adultes n'ont pas le droit de la briser, et d'appeler cela de la discipline. Ma fille était assise à côté de moi, les mains jointes sur ses genoux, essayant de paraître courageuse. Elle avait cette posture raide et prudente qu'ont les enfants, lorsqu'ils ont peur de prendre trop de place. L'avocate a écouté mon histoire sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête une fois. Accuser un enfant de vol sans preuve, et diffuser cela par les canaux scolaires, c'est grave. J'ai expiré, alors, on peut faire quelque chose? Oui, a-t-elle dit. Nous le pouvons. Nous pouvons envoyer des lettres. Nous pouvons exiger les bases écrites des décisions de l'école, y compris pourquoi l'équipe de danse l'a renvoyé, et nous pouvons avertir vos parents que les fausses déclarations répétées ont des conséquences. Ma fille a levé les yeux à ce moment-là. Des conséquences? L'avocate s'est tournée vers moi, vos parents gèrent-ils quelque chose d'officiel pour votre fille? J'ai froncé les sourcils. Non. Les yeux de l'avocate se sont légèrement rétrécis, comme si elle venait d'entendre quelque chose qui ne collait pas. Alors, qui gère le fonds fiduciaire? J'ai cligné des yeux. Quel fonds? Elle m'a regardé longuement. Le fonds fiduciaire que votre grand-père a créé pour elle. Ma peau est devenue glacée, de cette façon spécifique quand le monde bascule. Il n'y a pas de fonds, ai-je dit, car je le croyais sincèrement. L'expression de l'avocate n'a pas changé, mais quelque chose s'est aiguisé dans son regard. Je suis surprise que vous ne soyez pas au courant. Je l'ai fixé. Je ne le suis pas. Mes parents m'ont dit que tout était réglé. L'avocate s'est légèrement reculée, pensive. Votre grand-père était très méticuleux concernant la planification. Ma bouche était sèche. Vous en êtes sûr? J'en suis assez sûr, a-t-elle dit, pour enquêter. Mais je veux être clair. Il est possible que vos parents soient les administrateurs, ce qui signifie que nous devrons passer par eux pour demander les documents et la comptabilité. J'ai senti quelque chose en moi basculer, comme une porte s'ouvrant sur un couloir dont j'ignorais l'existence. L'avocate a continué, pragmatique, nous allons envoyer deux choses. Une demande formelle pour les documents du fonds et la comptabilité, et une lettre exigeant qu'il cesse de propager des accusations de vol sans preuve. Ma fille l'observait avec des yeux écarquillés, comme si elle n'arrivait pas à croire que des adultes pouvaient se parler de cette manière. Après le rendez-vous, j'ai fait ce que j'avais promis à ma fille, j'ai pris sa défense. Je suis allé à l'école. Je me suis assise face à des gens qui souriaient poliment, en essayant de me dire que des inquiétudes avaient été soulevées. J'ai gardé une voix ferme. Vous n'avez aucune preuve. Vous ne pouvez pas punir un enfant sur la base de commérage. Je les ai vus tressaillir quand j'ai utilisé des mots comme « avocat » et « responsabilité civile ». Et quand ma fille est rentrée d'une courte journée d'école, l'air totalement épuisé, je l'ai emmenée manger une glace. Pas parce qu'une glace guérit la diffamation, mais parce que, parfois, on a besoin de rappeler à un enfant qu'il y a encore de la douceur dans le monde. Dans la voiture, elle a dit doucement, « Tu penses que les gens me croiront un jour ?» Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Ils le feront, » ai-je dit, « parce que nous allons les y forcer. » 2 jours plus tard, mon avocate a envoyé les lettres, et mes parents ont appelé. La voix de ma mère était tranchante avant même de dire bonjour. « C'est donc comme ça que tu traites ta famille? Tu envoies un avocat. » J'ai gardé ma voix calme, car ce calme est une arme. Répondez à la lettre. Mon père est intervenu. Si tu voulais des documents, tu n'avais qu'à demander. Ils ne sont pas pour toi, a lâché ma mère. Tu n'as rien hérité. Ces documents sont pour nous.
Vous avez dit à tout le monde que mon enfant était une voleuse, ai-je répondu. Vous ne m'avez pas accordé la courtoisie d'une conversation privée, alors vous n'avez pas le droit d'en exiger une maintenant. Le ton de ma mère est devenu mielleux, de la façon dont elle fait quand elle essaie de me faire passer pour quelqu'un de déraisonnable. Nous sommes occupés. Nous avons nos vies. Nous n'avons pas de temps pour tes drames. Ma fille a 12 ans, ai-je dit, et ma voix a fini par se briser, et vous avez détruit sa vie en une semaine. Elle doit apprendre le respect, a encore dit ma mère, comme une prière. J'ai dégluti. Répondez à mon avocate. Ma mère a sifflé, si tu fais ça, tu ne fais plus partie de la famille. J'ai marqué une pause, puis j'ai dit doucement, vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez décidé que ma fille méritait d'être traitée de voleuse. J'ai raccroché, et je le pensais vraiment. Ils n'ont pas répondu tout de suite. Bien sûr que non. Les gens comme mes parents n'aiment pas les traces écrites. Les documents officiels se moquent de savoir si vous êtes charmant à l'église. À la place, la ville a fait ce que les villes font, elle a parlé, puis elle a publié sur les réseaux sociaux. Un matin, ma fille est entrée dans la cuisine en tenant son téléphone comme s'il lui brûlait la main. Ses yeux étaient rouges, mais son visage était figé. Maman, a-t-elle dit d'une petite voix, regarde. Elle m'a tendu le téléphone. Il y avait un message d'une personne que je reconnaissais vaguement. Le texte était long, dramatique, et plein d'indignation morale. Ça parlait de ma fille la voleuse, de moi la mère qui refuse de punir, et de la façon dont j'utilisais des avocats pour menacer d'honnêtes gens. Les commentaires s'empilaient comme des briques, elle a volé et maintenant sa mère poursuit tout le monde. Les gamins comme ça ont besoin de conséquences. Imaginez défendre un vol, elle apprend à sa fille à commettre des crimes et à jouer la victime. Mes mains sont devenues glacées. Ma fille a chuchoté, il pense que c'est vrai. J'ai dégluti. Je sais. Elle a fait défiler l'écran et m'a montré une autre image, une discussion de groupe avec les enfants de l'école. Son nom y apparaissait comme une blague, voleuse, menteuse, tarée. Quelqu'un avait écrit, ne la laissez pas s'approcher de vos affaires. Une autre, sa mère est folle, elle nous attaque en justice. La respiration de ma fille s'est saccadée. Je n'ai rien fait, a-t-elle dit, comme si elle essayait de convaincre l'air ambiant. Je sais, ai-je répondu. Et alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée fort, et je l'ai laissée pleurer contre mon épaule pendant que je fixais le téléphone et sentais quelque chose en moi s'endurcir. Ils essayaient de la briser à nouveau, mais cette fois-ci, en utilisant la foule. Ma fille n'est pas allée à l'école ce jour-là, ni le suivant. Elle n'arrêtait pas de dire, ma vie est ruinée. À 12 ans, on est assez vieux pour ressentir la finitude d'une mort sociale, mais trop jeune pour savoir que ce n'est pas permanent. J'ai pris des captures d'écran. J'ai documenté chaque message, chaque commentaire, chaque appel, et j'ai tout envoyé à l'avocate. Elle a répondu simplement, nous allons ajouter cela au dossier. Ne répondez pas publiquement. Nous allons agir. Soudain, un message privé de Belle est apparu, est-ce qu'on peut parler? Tu es à l'école? Ma fille a fixé l'écran. Ses pouces survolaient les touches sans rien toucher. Les petits points de saisie sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Un autre message a suivi, est-ce qu'on peut se voir? Seul? Ma fille a pris une lente inspiration. Elle a fini par me regarder. Qu'est-ce que je fais? A-t-elle demandé, presque inaudible. On ne fait rien seul, ai-je dit. Si elle veut parler, ce sera là où je peux vous voir. Elle a hoché la tête. J'ai appelé l'école pour dire que nous passions récupérer ses devoirs. Dans le bureau d'accueil, ma fille gardait sa capuche relevée. Et puis, Belle est apparue dans le couloir, comme si elle nous attendait. On peut parler? A-t-elle demandé. Ma fille a hoché la tête. Seule? A ajouté Belle. Vous pouvez parler là où je vous vois, ai-je tranché. Elles ont fait quelques pas vers les portes vitrées, hors de portée de voix mais bien en vue. En marchant, ma fille a glissé son téléphone dans sa poche. Sur le moment, j'ai cru que c'était un geste nerveux. Elles ont discuté 1 minute, peut-être 2. Belle triturait la sangle de son sac. Ma fille ne bougeait pas, comme si elle ne voulait rien faire qui puisse être mal interprété. Puis, elle est revenue vers moi. Ses yeux étaient brillants. Elle a avoué, a-t-elle dit doucement.
J'ai enregistré. Tu as fait ça? Elle a hoché la tête. Avant de m'approcher, j'ai appuyé sur enregistrer, parce que personne ne me croit. Nous sommes rentrés à la maison. À la table de la cuisine, elle a posé le téléphone entre nous. Sa voix tremblait quand elle a lancé la lecture. La voix de Belle est sortie, serrée et rapide. Elle disait qu'elle ne trouvait pas ses chaussures, qu'elle avait paniqué, et qu'elle avait accusé ma fille. Puis sa voix est tombée, et puis je les ai trouvées plus tard, elles étaient avec mes affaires. Je crois que j'avais oublié. Un silence, une respiration. Belle essayait de ne pas pleurer. Je voulais le dire aux gens, mais grand-mère m'a dit de ne pas le faire. Elle a dit que c'était déjà fait, que ça te donnerait une leçon de respect et que je ne devais rien dire à personne, mais maintenant tout le monde te déteste. Je ne voulais pas que tout ça arrive. L'enregistrement a pris fin. Ma fille a murmuré, donc il savait. J'ai couvert sa main de la mienne. Oui, ai-je dit. Quelques jours plus tard, l'avocate a appelé. Sarah, nous avons reçu les documents. Vos parents ont fini par répondre. Elle n'a pas commencé par les sentiments, mais par les faits. Il y a bien un fonds fiduciaire. Il a été doté d'environ 43 000 $ à la mort de votre grand-père. J'ai dégluti. Ma fille n'a jamais rien reçu. Non, a-t-elle dit, elle n'a rien eu. Vos parents, en tant qu'administrateurs, ont retiré de l'argent sous forme d'avance ou de prêt, environ 18 000 $ au cours des dernières années. Rien n'a été remboursé. Pourquoi ferait-il ça, ai-je demandé. L'avocate a marqué une pause. Il y a une chose de plus. Dans l'acte du fonds, il y a une clause de mauvaise conduite. Une clause de moralité. Je suis restée silencieuse. Elle permet aux administrateurs de suspendre ou de réduire les versements, si le bénéficiaire est reconnu coupable de vol ou d'une autre offense sérieuse, ou si les administrateurs décident qu'une distribution serait inappropriée. Les mots s'alignaient soudainement avec tout ce que ma mère avait dit sur le respect. Ce n'était pas de la discipline, c'était un plan. Ils ont donc essayé de la faire passer pour une voleuse pour ça, ai-je dit. L'avocate a précisé, cette campagne de diffamation ne suffirait probablement pas à activer la clause sans un signalement officiel. Mais ça pourrait être le début d'un dossier, ai-je ajouté. Oui, a-t-elle répondu. J'ai regardé ma fille, assise à table. 12 ans, et elle apprenait déjà à quel point les adultes peuvent décider de qui vous êtes. Envoyez-moi tout, ai-je dit. Au moment où la vérité a éclaté, l'histoire avait déjà changé de camp. Le directeur adjoint n'a pas bronché quand j'ai diffusé l'enregistrement. Il est resté immobile, les mains jointes. Quand ce fut fini, il a simplement dit « Nous aurons besoin d'une copie de ça ». C'est ainsi que l'autorité fonctionne réellement, c'est silencieux, soudain, et allergique à l'embarras. En quelques jours, le dossier scolaire de ma fille a été corrigé. Ce ne fut pas annoncé publiquement, ce fut simplement rectifié. L'entraîneur l'a rappelé dans l'équipe, avec cette voix qu'ont les gens quand ils essaient désespérément de ne pas admettre qu'ils ont eu tort. Une fois que les adultes ont arrêté de traiter les rumeurs comme des preuves, les enfants ont suivi. Les discussions de groupe se sont tues. Quelques amis sont revenus, maladroits mais sincères. Belle a changé d'école avant la fin du semestre. Pas d'explication, pas d'adieu, juste une absence. Puis vint la partie que mes parents pensaient pouvoir garder secrète. Le fonds fiduciaire incluait des versements annuels de 2500 $ pour les activités et l'éducation. Ma fille n'avait rien reçu, alors que mes parents s'étaient servis. 18 000 $, utilisés discrètement au fil des ans, alors qu'ils prenaient la retenue aux autres. Quand la comptabilité a tracé les fonds, c'est devenu encore plus laid, une partie de l'argent était allée à Vanessa et Belle. L'avenir d'une petite fille servait à financer le présent de l'autre. Ils ont été condamnés à rembourser. Ils n'avaient pas l'argent. Ils ont demandé à Vanessa, qui a refusé. Alors, ils ont vendu la maison. La même maison où ma mère avait fait la leçon sur le respect. Ils ont emménagé dans une location qu'ils auraient autrefois qualifiée de « temporaire ». L'argent est retourné dans le fonds. Le solde a été rétabli. L'administration du fonds a été modifiée, et c'est moi qui signe désormais les papiers. Ma fille ne peut pas encore y toucher, elle n'en a pas besoin. Ce dont elle avait besoin, c'était de protection. Les retombées sociales furent plus silencieuses que les accusations, mais bien plus permanentes.
Les invitations ont cessé. Les appels sont restés sans réponse. Je n'ai plus aucun contact avec eux, pas d'annonce, pas de confrontation finale, juste un silence là où régnait autrefois un sentiment de supériorité. Ma fille a encore des jours où elle s'en souvient, des jours où certains couloirs lui semblent plus longs qu'ils ne devraient l'être. Mais elle sait maintenant que la vérité n'a pas besoin de crier, elle a juste besoin de preuves. Et les gens qui voulaient qu'elle apprenne le respect lui ont appris autre chose, que la justice finit toujours par arriver, et qu'elle ne frappe jamais poliment. Alors dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous.